qui sont bien informés, ils ont un renseignement impeccable. Et d'autant plus que l'armée nigériane aujourd'hui qui se retrouve sans moyens, parce que c'est à des moments donnés quand le groupe intervient ou bien mène des raids dans certaines localités, c'est la débandade. Quand vous voyez des militaires quand même fuir, ça veut dire que, permettez-moi de vous le dire, l'autorité en quelque sorte est inexistante dans ces parties, ou la partie nord du Nigeria. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun effort réellement sur le terrain pour faire face à Boko Haram, c'est ça? Dire qu'il n'y a aucun effort, c'est trop dit. En réalité, il y a une certaine démission des autorités nigérianes. Ces dernières ont quand même préféré mettre la politique au devant de la scène, faire de ce mal, Boko Haram, une question politique. Regardez un peu, je ne vais pas quand même aller au-delà de ce que vous m'avez dit, mais regardez un peu les fonds qui sont alloués au niveau de la sécurité et regardez l'effort quand même consenti sur le terrain. Donc ça veut dire... Voilà. Tout à fait. Alors Emmanuel Crépi, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement nigérien veut aujourd'hui lutter efficacement contre Boko Haram? Est-ce que le gouvernement nigérian veut aujourd'hui lutter contre Boko Haram? La volonté ne transparaît pas à travers les actes. Parce que ça fait déjà des années que ce groupe existe sur le territoire nigérian et depuis 2012, l'insurrection est devenue quand même réelle. Mais jusque-là, comme le disait notre correspondant sur le territoire nigérian, il n'y a pas d'acte concret qui prouve la volonté de ce gouvernement de venir à bout de cette secte islamiste. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi Boko Haram est aussi virulent malgré la mobilisation? De mon point de vue, moi je ne vois pas une mobilisation à part ce dernier mois où le Tchad s'est résolument engagé à finir, à en découdre avec cette secte islamiste. Sinon, Boko Haram, c'est normal que Boko Haram soit virulent, comme le disait Abdoulaye Issa. C'est un groupe qui existait dans les années 2000. Sous forme de groupuscule d'étudiants qui étaient tombés sous le charme des prêches de Mohamed Youssouf, un prédicateur charismatique. Ce groupuscule d'étudiants est passé au stade de secte. De secte, ils sont devenus une rébellion et de l'étape de rébellion, ils sont passés à l'étape d'une véritable armée. Je dis véritable armée parce qu'aujourd'hui, Boko Haram dispose d'armements qui sont plus sophistiqués que les soldats nigérians, l'armée officielle du Nigeria. Mais cela, il se pose une question, puisque nous le savons, le Nigeria est une puissance en matière d'armée sur le territoire, une grande puissance, encore que c'est l'armée, l'institution militaire la plus dotée, l'institution militaire qui dispose du budget le plus colossal du continent africain. Comment se fait-il que cette armée est aujourd'hui incapable de faire face à un groupe terroriste comme Boko Haram? Il se pose une question. Où sont passés les fonds alloués à l'armée du Nigeria? Là se situe la question. Donc il y a certainement un problème de corruption ou il y a un problème de détournement? Il y a un problème de corruption parce qu'on ne peut pas comprendre que les soldats sur le terrain ne disposent pas d'armes, de moyens pour lutter contre Boko Haram, alors qu'il y a près de 4 milliards d'euros qui soient alloués. 4 millions d'euros qui sont alloués chaque année. 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros pour le budget de l'armée nigériane, pour que cette armée puisse quand même faire face à ce genre de situation. Comment se fait? Où sont passés les fonds alloués à cette armée? Il se pose un problème de corruption. Je me retourne vers Abdoulaye Issa. Abdoulaye Issa, alors dites-nous, où est-ce que Boko Haram trouve son financement? Aujourd'hui, Boko Haram est même plus armé que les armées africaines. D'où est-ce que Boko Haram tire son financement et ses armes? La question est pertinente. La première préoccupation est de savoir comment ce groupe a pu quand même s'installer définitivement dans le nord. Pourquoi je dis définitivement? Comme vous voyez aujourd'hui, l'armée nigériane qui, entre-temps, était la référence dans la sous-région. Quand on parle d'ECOMOG, les forces de l'ECOMOG, les forces de la CEDEAO, d'intervention également sur d'autres continents, c'est le Nigeria qui était en premier lieu cité. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, vous avez demandé à savoir où est-ce que Boko Haram trouve le financement. C'est pour vous dire, j'avais dit au départ que nous avons un problème politique. Et ce problème politique aujourd'hui, le nœud, c'est-à-dire pour finir avec cette histoire,
de Boko Haram, il faut d'abord finir avec cette situation politique. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire problème politique? Vous voulez dire quoi concrètement? Est-ce la guerre du Nord contre le Sud? C'est ça, les musulmans contre bien les avant chrétiens? ça, bien avant ça. Aujourd'hui, il y a une question de corruption au sommet de l'État. Et il y a quand même cette... on ne punit pas l'impunité au sommet de l'État. Ça veut dire quand je suis avec le boss, je fais comme je veux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nordistes et qui sont concernés, mais qui n'ont jamais mis pied chez eux pour débattre cela avec la population. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc il y a ce premier aspect. Deuxième aspect, il y a une grande partie du nord du Nigeria aujourd'hui que l'État a perdu le contrôle. Donc, c'est pour vous dire que quand l'État n'arrive pas à maîtriser ses frontières, les limites du pays, c'est pour vous dire que ce chemin devient quand même un chemin de transactions illicites. Les armes rentrent comme sans contrôle en quelque sorte. Il y a eu la situation de la Libye et vous savez, l'arsenal qui a quitté la Libye, c'est vraiment gigantesque. Abdoulaye Issa, vous avez eu l'opportunité d'aller à Maïdougouri, là où Boko Haram est en train d'attaquer aujourd'hui. Dites-moi, comment est-ce que les populations vivent cette situation? À Maïdougouri aujourd'hui, c'est le cimetière. Parce que la population qui est restée, c'est malgré elle. Pourquoi? D'autres n'ont pas les moyens, et l'État également n'intervient pas, et les boutiques, les infrastructures sont inexistantes dans la localité. La vie est en ralenti. Oui. Maintenant, Boko Haram, en réalité, les gens ont eu de l'argent. Ils recrutent des jeunes, moyennant. On vous donne de l'argent, on vous demande de venir. Et ils ont quand même cette... excusez-moi, je vais le dire quand même, parce que je suis sur le plateau, il faut qu'on le dise. Ils ont une stratégie de brainstorming, ou comment on l'appelle, lavage de cerveau, qu'ils font aux jeunes. Et ceux-là, ces derniers sont obligés de se soumettre. Je prends le cas de Difa. Il y a un jeune étudiant qui a quitté l'université de Niamey, mais on l'a recruté, Boko Haram l'a recruté. Il a fait 3 mois, il est revenu à Difa, à Ménesoroa. Je crois, si la population est là, les gens peuvent témoigner, il a égorgé son père. On lui a demandé, oui, un militant de Boko Haram. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que c'est des gens... C'est pas une crise, c'est pas une crise, monsieur. Le point de Boko Haram ne doit pas être... Il y a l'État, il y a l'État... de crise sociale. Il y a l'État aussi, l'État a sa part de responsabilité dans cette situation. Oui, mais l'État n'a pas réglé les problèmes de société. Tout est parti d'une frustration sociale. Oui. Emmanuel Crépy, alors vous êtes journaliste, vous suivez donc de près cette actualité. Quelles sont les pistes alors explorées pour essayer de régler ce problème de Boko Haram en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, parce que Boko Haram est devenu un phénomène africain, fait un problème pour le continent africain? Oui, pour parler de pistes, il faut déjà savoir d'où est-ce que cette secte islamiste puise ses moyens. Parce qu'il faut déjà commencer par fermer le robinet à cette secte islamique, là où ce groupe Boko Haram puise ses moyens pour être aussi virulent. À votre avis, alors, ce groupe puise ses moyens d'où? Je crois, Abdoulaye Issa l'a dit tout à l'heure, il a cité une source, la Libye, les armes qui sont restées dans le désert libyen. Ça, c'est la première source. Deuxième source, Boko Haram, je le disais tout à l'heure, n'est pas né du jour au lendemain. C'est un groupe qui existait déjà dans les années 2000. Et donc, il y a eu des contributions venant des hommes d'affaires politiques, des hommes politiques, des structures économiques qui ont voulu, entre-temps, s'acheter la bienveillance d'un groupe qui était influent dans le nord du Nigeria. C'est un groupe qui s'est constitué un trésor de guerre. Déjà en 2012, quand l'insurrection était devenue effective, ils se sont constitués un trésor de guerre en s'attaquant aux banques, en se constituant des trésors de guerre. Deuxième source. Troisième source, je crois qu'il n'est pas exclu aujourd'hui que Boko Haram soit aidé de part et d'autre parce que les insurrections sont un peu partout sur le continent, dans le monde, l'État islamique. Il n'est pas exclu que Boko Haram bénéficie de l'aide de ces groupes djihadistes qui sont installés un peu partout, non seulement sur le continent africain, mais aussi au-delà du continent africain. Encore qu'il y a des informations qui font déjà état, ce n'est pas encore officiel, qu'il y aura un tandem qui est en pleine gestation entre le groupe nigérian, le groupe islamiste nigérian et les djihadistes, les terroristes de la Libye. Alors, si jamais cela s'avérait, alors imaginez que c'est tout l'ouest de l'Afrique qui serait embrasé par ce mouvement djihadiste. Alors, tel que vous le présentez, il s'agit donc d'un scénario de chaos. Alors, Emmanuel Crépy, il n'y a aucune solution. Je ne dirais pas que c'est un scénario de chaos. Je ne dirais pas que c'est un scénario de chaos, puisque
à l'état actuel des choses, on peut encore mettre fin à cette islamiste, parce que le Nigeria, c'est 36 États. Jusque-là, Boko Haram est en train d'imposer son califat sur 3 États. Même les 3 États, il n'a pas encore le contrôle total de ces 3 États. Je veux parler d'Adamawa, de Yobe et de Borno. Donc, aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui peut être fait pour arrêter ce groupe. C'est pourquoi je voudrais tirer un coup de chapeau au chef de l'État tchadien, le président Idriss Déby, qui n'a pas attendu, comme d'autres chefs d'État, que soit votée une résolution des Nations Unies avant d'envoyer une troupe. Est-ce que le Tchad, c'est parce que le Tchad se sentait menacé aujourd'hui? Mais le Niger se sent menacé, le Cameroun se sentait menacé, mais rien n'a été fait. Alors, très rapidement sur cette arrivée du Tchad dans le combat, très rapidement. Au départ, Idriss Déby était... Les gens le soupçonnaient même d'être l'un des financiers de Boko Haram. Après lui, il y a eu cette situation du président Goodluck Ebele Jonathan. Les gens disaient qu'il se servait du groupe pour installer sa force. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, tous ceux-là qu'on a accusés au départ n'ont pas la main, c'est-à-dire ils ne sont pas impliqués. La preuve, la belle preuve, l'intervention de l'armée tchadienne. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, la question de Boko Haram, c'est une question d'heure. Même Aboubacar Shekau l'a dit tout récemment dans une vidéo qu'il a envoyée aux médias, où il indexait le président nigérien Mahamadou Issoufou, le président tchadien et camerounais. Il a reconnu effectivement qu'il est proche, que sa fin est proche, mais qu'il va continuer à semer la terreur dans les différentes localités. Le problème, c'est une question d'heure. Merci Abdoulaye Issa, merci Emmanuel Crépy. Madame, monsieur, le groupe Boko Haram, de plus en plus virulent, violent au Nigeria et dans la sous-région, malgré la mobilisation internationale. C'était le thème du premier quart. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le troisième quart également. Mais avant ceci, je vous prie de retrouver tout à l'heure notre deuxième quart qui est consacré à l'économie. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Vous êtes toujours sur Sika TV, vous suivez actuellement Sika Infomag. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré exclusivement à l'actualité économique du continent africain. Le journal de l'économie est une présentation de Inès Armoissouf. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans le journal de l'économie dont voici le sommaire. Le gouvernement sénégalais mise sur la production du riz pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le président Macky Sall se donne jusqu'en 2017 pour réaliser ce rêve. Le syndicat des transporteurs est mécontent en Haïti. Il réclame une baisse du prix des produits pétroliers. Enfin, nous irons au Ghana à la découverte des femmes de Sanyarigou qui gagnent leur vie en transformant le beurre de karité. À nouveau bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie que nous démarrons aujourd'hui par le Sénégal. Le président sénégalais a exprimé lundi sa volonté de réaliser en 2017 l'autosuffisance alimentaire.
Pour ce faire, le président Macky Sall mise sur la production du riz. Il estime que son pays devait produire suffisamment pour satisfaire ses besoins en riz. Cette denrée très prisée, vous le savez bien, au Sénégal, mais dont l'essentiel est importé de l'Inde, du Vietnam, de la Thaïlande et parfois du Brésil, ce qui revient bien évidemment très cher pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest, environ 124 milliards de francs CFA, soit le 5e à peu près du budget national. Aussi, le président Macky Sall appelle-t-il les commerçants sénégalais à contribuer à cet objectif d'autosuffisance alimentaire en vendant la production locale de riz. Nous allons maintenant en Haïti où les produits pétroliers coûtent cher, ce qui n'est pas du goût du syndicat des transporteurs. Eh bien, lundi dernier, ce syndicat a lancé une grève de 2 jours, une grève qui a mal tourné à Port-au-Prince, la capitale, où de nombreux incidents ont été enregistrés. 3 personnes ont même été blessées par balle. Voici les images. Des rues entièrement barrées, des pneus en feu, des forces montant la garde, la journée de lundi aura été mouvementée à Port-au-Prince. À l'origine, le mécontentement du syndicat des transporteurs qui juge insuffisant la baisse de 0,30 $ que le nouveau gouvernement haïtien a opéré sur le litre de l'essence. Aussi a-t-il contraint les automobilistes à une grève de 2 jours à sortir de manifestations. Des manifestations qui ont tourné en échauffourée entre jeunes et forces de l'ordre. Des tirs à l'arme automatique ont été entendus dans les périphéries de la capitale où des véhicules privés ont été attaqués par des inconnus. Des patrouilles de la police haïtienne ont ouvert le feu et lancé des grenades lacrymogènes pour disperser des rassemblements de jeunes qui bloquaient les rues avec des pierres et des branches d'arbres. Au moins 3 personnes ont été blessées par balle dans un quartier du sud de la capitale. Par ailleurs, les établissements scolaires et commerciaux ainsi que l'administration étaient très perturbés en raison de l'absence de véhicules de transport en commun dans la capitale. De Port-au-Prince, nous allons nous rendre à Rabat. Le Maroc opte pour un plan d'action pour booster son tourisme, un secteur vital pour l'économie du Maroc. Ce plan d'action doté de 100 millions de dinars, soit 9,5 millions d'euros, a été mis en place en vue de renforcer la promotion de la destination Maroc sur certains marchés touristiques. Le plan prévoit notamment une implication conjointe des acteurs touristiques français et marocains pour confirmer la stabilité du pays et informer sur la garantie de la sécurité. Le Maroc, qui a dépassé pour la première fois la barre de 10 millions de visiteurs en 2013, affiche l'ambition de doubler ce record d'ici à 2020. Direction maintenant le nord du Ghana, c'est pour aller à la rencontre des femmes d'une communauté pauvre qui voient leur vie s'améliorer, ceci grâce aux revenus générés par la transformation des noix de karité. Nous sommes ici à Sanyarigou, au nord du Ghana, l'une des régions les plus pauvres du pays. Une région qui tend aujourd'hui à sortir de la pauvreté grâce à la production du beurre de karité. In the north, most women are engaged in shea butter processing and shea nut picking. Au nord, les femmes s'engagent dans la production du beurre de karité et la cueillette de noix. Donc, beaucoup de femmes dans cette communauté profitent de l'exploitation du beurre de karité comme activité génératrice de revenus. Elles vivent de la transformation et de la vente du beurre de karité. Donc, nous nous sommes réunis tout ensemble afin de travailler et produire en large quantité et ainsi alimenter le marché local et international. And produce in larger quantities and be able to feed the local markets and the international market. Avec leur savoir-faire, les femmes de Sanyarigou fabriquent divers produits à base de beurre de karité. Des savons, des huiles corporelles, des produits capillaires, la liste est longue. We have been trained on how to use the shea butter to produce shea soap. Nous avons été formés sur comment utiliser le beurre de karité pour produire des savons de karité et nous les vendons sur le marché.
Donc nous sommes capables de produire des savons en beurre de karité et des pommades. C'est la valeur que nous avons ajoutée et cela a permis d'augmenter nos revenus et d'améliorer notre niveau de vie. Women are able to integrate in the society. Les femmes sont capables d'intégrer la société. Elles n'avaient rien à dire chez elles, maintenant elles peuvent prendre des décisions et elles sont écoutées. Elles ont une voix. Elles sont capables de nourrir leur famille, elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école, elles peuvent payer les frais scolaires de leurs enfants, donner de l'argent de poche à leurs enfants et certains de leurs enfants ont intégré de meilleures institutions, tout cela grâce au salaire qu'elles gagnent. Le journal de l'économie se poursuit sur Sika TV et c'est le moment pour nous de recevoir notre invité du jour. Madame Souléat Douro-Bendou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes analyste financier au cabinet FMI. Avec vous, hier, nous avons parlé de la bourse. Aujourd'hui, les téléspectateurs sont bien curieux de savoir ce qu'ils peuvent échanger sur le marché financier. Quels sont les conseils que vous avez pour eux? Donc, les actions, les obligations, le forex, les matières premières et le CFD sont les produits que nous leur proposons sur le marché financier. Quand vous parlez d'action, qu'est-ce que vous entendez par là? Une action, c'est une unité de participation financière dans une entreprise et qui peut être vendue à des investisseurs. On peut être une société, individu, n'importe qui peut acheter ces actions-là? Tout à fait. Et parlant des obligations, qu'est-ce qu'on entend par là? Les obligations sont en fait émises par l'État, les collectivités locales ou les entreprises qui désirent emprunter sur le marché financier. C'est un peu comme les emprunts obligataires dont nous entendons parler. Tout à fait. C'est bien ça. C'est très bien ça. Et c'est l'État, les communautés que vous avez citées qui fixent les intérêts, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Vous avez parlé également de Forex, madame? Oui, le Forex, c'est un marché d'échange des devises et on tient compte de la variation du taux. Du taux des échanges. Bon, c'est-à-dire, supposons le dollar vaut telle valeur et on attend que la valeur augmente pour pouvoir faire des échanges afin de pouvoir tirer profit. Donc plus la valeur a augmenté, plus on a intérêt à acheter la devise, c'est ça? Oui, mais ça dépend de la position qu'on a eu à prendre sur le marché et pour ça il faudrait faire des analyses à l'avance et voir si le marché va continuer à monter ou va descendre parce qu'il ne faut pas se positionner, se rendre compte qu'après que le marché a chuté là, dans ce cas on perd. On perd. Oui. Alors les matières premières? Les matières premières, en parlant de matières premières, il y a aussi bien les ressources naturelles comme l'or, le pétrole, mais aussi les denrées alimentaires comme le maïs, le sucre blanc, l'huile de palme. Ok, maintenant vous avez parlé en 5e position du CFD. Oui, le CFD, c'est un instrument qui permet à un acheteur ou à un vendeur de pouvoir se positionner sur le marché et acheter des actions qui ne lui appartiennent pas en fait. C'est comme un pari et la valeur de l'action monte. Supposons qu'il a parié que la valeur de l'action va monter dans la journée et qu'effectivement à la fin de la journée, la valeur a monté. Donc on fait la différence entre la valeur de l'action au moment où il a fait le pari et la valeur que ça a pu atteindre dans la journée. Et c'est cette différence-là qu'il gagne. Mais si la valeur n'a pas augmenté, si ça a baissé, qu'est-ce que dans ce cas, il perd. En fait, sur le marché, il y a un acheteur et il y a un vendeur. Pendant qu'il perd, il y a quelqu'un d'autre qui gagne. C'est un mécanisme. Oui. Voilà. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Souléat. Vous restez avec nous pour analyser quelques tendances du jour. Oui. Merci. Alors, Madame Souléat Douro-Bendou, quelles sont les places boursières que vous vous proposez d'analyser aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vous propose le All-Shore du Johannesburg, qui est de 51 571,54 avec une hausse de plus 0,34%. 34%, oui. Voilà, le All-Shore du Johannesburg, c'est l'indice phare de l'Afrique du Sud. Et il y a 400 compagnies qui sont cotées sur cet indice-là. Et aujourd'hui, cette hausse-là est notée grâce à la performance de Trusco Group Holding, qui est à plus 16,10%, et Sibani Gold, qui est à 6,43%. Je vous propose aussi de parler du DAS 30. DAS 30, ça, c'est en Europe? Oui, ça, c'est en Europe. C'est l'indice phare de la première puissance économique européenne, l'Allemagne. Et nous avons une valeur de 10 876
et une variation de plus 0,44%. Que des valeurs en hausse aujourd'hui. Oui, et cette valeur en hausse s'explique par l'optimisme des investisseurs qui pensent que l'effet de la venue du gouvernement radical au pouvoir en Grèce n'aura pas tellement d'effet sur le marché financier. Donc c'est ce qui explique cette motivation des investisseurs à aller sur le marché européen. Et pour conclure cet entretien, madame, que diriez-vous aux téléspectateurs? Bon, je leur dirais de se positionner sur le marché européen puisque ça promet, c'est dans le vert. Voilà. Merci beaucoup, Madame Souléat Douro-Pendou. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMI. Merci beaucoup d'être passé nous rendre visite sur le journal de l'économie. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour le journal de l'économie de ce jour. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le monde. Au revoir. Voilà, c'était l'actualité économique sur le continent africain et dans le monde entier, qui met fin également au deuxième quart de Sika Infomag. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. Au Togo, la Cour constitutionnelle a annoncé ce lundi que l'élection présidentielle de 2015 doit se tenir le 5 mars prochain au plus tard. Le mandat du président Faure Gnassingbé prend fin le 3 mai 2015. La révision des listes électorales démarrée le 20 janvier doit prendre fin le 23 février prochain. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession, a échappé ce lundi à un attentat suicide dans le nord-est du pays. Peu après l'explosion à Gombe, le gouvernement nigérien a annoncé avoir repris 5 villes sous le contrôle de Boko Haram. Pendant ce temps, dans le delta du Niger, les mouvements rebelles menacent de reprendre les armes. En Haïti, de nombreux incidents ont éclaté et 3 personnes ont été blessées par balle ce lundi à Port-au-Prince. Les syndicats de transport ont lancé une grève de 2 jours pour exiger une baisse du coût des produits pétroliers. Ce soulèvement intervient au lendemain de la décision du gouvernement de procéder à une légère baisse, une mesure jugée insuffisante par les syndicats. Sika Infomag se poursuit. Bienvenue donc sur le troisième quart consacré à la suite du décryptage des faits marquants de l'actualité africaine et dans le monde entier. Nous poursuivons le débat du jour qui porte sur le Nigeria, le groupe Boko Haram. Le groupe islamiste ce groupe islamiste donc de plus en plus violent, menaçant. À 10 jours de l'élection présidentielle, ce groupe multiplie les attentats et les enlèvements. Pour poursuivre donc cette discussion sur Sika Infomag, je reçois Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël Arafodi. Et nous avons toujours sur ce plateau Abdoulaye Issa, qui est le correspondant de Sika TV au Nigeria. Alors, madame, monsieur, avant de démarrer donc le débat, je vous invite à suivre ceci. À 10 jours de l'élection présidentielle au Nigeria, Boko Haram est toujours menaçant. Est-ce que le Nigeria est-il au bord du chaos? C'est une interrogation que se posent les professionnels des médias et de la communication comme nous autres sur le plateau de Sika TV. Et c'est la question que je m'en vais poser également à vous, Joël Yetonji. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Nigeria est au bord du chaos à 10 jours puisque le groupe se fait de plus en plus menaçant et on a l'impression que tout va dans tous les sens au Nigeria aujourd'hui? Oui, on peut dire que tout va dans tous les sens aujourd'hui au Nigeria, mais est-ce que c'est déjà le chaos, le Nigeria au bord du chaos? Je ne pense pas, pour les informations qui nous parviennent, pour ce qu'on voit pour l'instant. Mais le Nigeria n'en est pas encore loin. Pour peu que l'État ne prend pas véritablement ses responsabilités, le gouvernement doit montrer vraiment de la présence. Et ce qu'on n'a pas constaté jusqu'à présent, et je ne crois pas que ce gouvernement finissant heureusement, ça c'est un avis personnel, parce que je ne comprends pas que dans un État sérieux, qu'on ait un chef qui ne montre pas qu'il est chef. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Je ne comprends pas qu'on ait pu enlever plus de 200 élèves, des élèves et majoritairement des filles qu'on envoie à l'école. Où aujourd'hui, le combat est à la scolarisation du grand nombre en Afrique. Parce que l'autre mal dont souffre l'Afrique, c'est ça, pas d'instruction. Et pas d'instruction, pas d'éducation de qualité, pas de développement. Et c'est en ce moment, alors qu'on encourage les gens à envoyer leurs enfants à l'école, notamment les filles,
Boko Haram se permet d'enlever des filles, de les donner en mariage. Oui, et il n'y a pas de chef. La philosophie de Boko Haram est quand même simple. C'est normal, Boko Haram ne veut pas de filles à l'école. Boko Haram ne veut pas de filles, ça on sait. Oui. Comment se fait-il quand même que 200 personnes puissent disparaître? Tout à fait, c'est là tout le problème. La question du chaos que vous avez posée, il y a un chef et ça ne se comprend pas. On voit ailleurs comment ça se passe. Ça s'est passé comme ça. Et après cet enlèvement, on a eu des séries d'attentats. Puis, un village, 16 villages rasés par Boko Haram, incendiés, rayés de la carte du Nigeria. Mon confrère va appuyer ce que je suis en train de dire. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu Goodluck Jonathan. Et c'est en campagne que l'homme affirme aux Nigériens de le soutenir, de lui renouveler leur confiance, et il va éradiquer le mal. Oui. Mais ça ne fait pas sérieux, simplement. Oui, peut-être parce qu'il n'avait pas fait de campagne pour hériter du pouvoir. Il a eu le pouvoir après le décès de son prédécesseur Yaradua. Le bon gestionnaire, le bon chef, c'est celui qui sait développer la capacité d'adaptation aux situations qui se posent à lui. C'est à croire qu'il y a une complicité dans ce qui se passe. Est-ce que Goodluck Jonathan, en tout cas, je pense qu'on doit pouvoir se poser cette question-là. On ne comprend pas que au jour le jour, Boko Haram sont en train de poser de ces actes et que ça se passe exactement comme dans une maison, dans une cour commune. Ça se passe, il y a l'impression qu'il y a un bas de chef de famille. Un film d'action américain. Mais on ne comprend pas. Soit il y a une complicité ou l'homme est simplement incapable. Et je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens ont une occasion fabuleuse alors pour faire le choix qu'il faut. Malheureusement, ce qui se dessine là, ça m'inquiète. Alors, Joël Itondi, nous allons permettre à Abdoulaye Issa de nous dire, alors nous sommes à 10 jours des élections présidentielles. Abdoulaye Issa, vous êtes sur le terrain. Comment se présente aujourd'hui la situation? On sait que pas plus tard que ce lundi, le président Jonathan Goodluck a échappé à un attentat suicide en étant en campagne dans le Nord. Donc, il a goûté un peu quand même à la situation. Comment se présentent les élections sur le terrain? Joël, quand vous attaquez une proie que vous la ratez, vous devenez une cible très facile. Aujourd'hui, le président nigérian, permettez-moi de le dire, il a peur. L'équipe même qui l'accompagne dans cette campagne, l'équipe a peur. La preuve, tout récemment, son conseiller à la sécurité, Security Advisor, Dasuki Sambo, devant les hommes de médias, il a eu à se prononcer sur la tenue de ces élections pour demander à la Commission électorale nationale de reporter les élections. La question est de savoir pourquoi. Est-ce à dire qu'ils ont déjà pronostiqué, ou ils ont déjà les nombres, les chiffres, pour dire le chef de l'État a perdu? Pour mieux maîtriser, je vais en venir côté sécurité. C'est pour vous dire, si déjà le conseiller à la sécurité du chef de l'État demande le report de ces élections, est-ce à dire qu'ils vont mettre la partie nord, qui est déjà en état, c'est-à-dire il y a le couvre-feu, il y a l'état d'urgence, est-ce à dire qu'ils vont carrément empêcher ou surseoir, empêcher à la population du Nord de voter? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, les autres ont compris. Le fief de l'opposition. Le fief de l'opposition et le Sud également. Quand vous allez à Lagos, quand vous allez à Abuja, mais c'est le parti de l'opposition aujourd'hui qui bat campagne. Parce que les gens, ils ont voulu, ils demandent l'alternance, le changement. Et ce changement est dû à quoi? La corruption qui gangrène le pays, l'insécurité. Parce que si Boko Haram aujourd'hui frappe Maiduguri, à des moments donnés, Boko Haram est venu même frapper la capitale, poser des actes à Abuja. C'est pour vous dire que aujourd'hui la sécurité n'y est pas au Nigeria en quelque sorte. Et avec le président, lui-même il l'a compris. Et je crois que ce n'est pas en cette période de campagne qu'il viendra se prononcer devant les Nigériens pour demander un autre mandat. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer la difficulté pour Jonathan Goodluck de maîtriser la situation, de gouverner, on peut le dire, pas parce de gouverner. On pose un problème de corruption, de malgestion. Le monsieur, il semble qu'il est rejeté. Pas rejeté en quelque sorte, il est tellement passif, excusez-moi, c'est un chef d'État, c'est vrai, il a droit à tous les respects, mais il est passif, il n'est pas aussi actif dans les actes. Mieux cerner le pas problème. Mieux cerner. Côté sécurité, il n'a pas du tout rempli sa mission. Il n'arrive pas à être vraiment proactif. Pas du tout. Pas du tout. Et le second problème, la partie nord du pays lui a complètement échappé. Au moment où il devait agir, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que cela peut être également une stratégie pour rendre le pays
difficile à gouverner pas une stratégie. Et rentrer dans une situation de report des élections. Pas possible. En cas de report des élections, est-ce qu'il y aura un problème de constitutionnalité? Non, le professeur Chega, le président de la commission électorale, l'a si bien dit. Côté carte électeur, tout est déjà, ils sont à près de 86% de distribution. Tout le monde, presque la majeure partie des Nigérians ont reçu leur carte d'électeur. Et la commission électorale a eu quand même adopté une stratégie. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir votre carte, allez déplacez-vous, allez carrément vers un bureau de distribution. Ils vont vous prendre et vous délivrer un papier, une attestation qui va vous permettre de voter. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de risque de fraude. Pas du tout. Pas du tout. Alors, nous allons évoluer dans cette discussion. L'autre information qui nous est parvenue, pas plus tard que ce lundi, Joël Yetondi, c'est le MEND qui fait sa sortie. C'est le groupe de défense des intérêts dans le delta du Niger. Ce groupe qui est dans le sud du Nigeria, qui aujourd'hui réclame la victoire, la nécessité d'une victoire pour Jonathan Goodluck. Au cas où le président Jonathan n'allait pas gagner les élections le 14 février prochain, ils ont promis reprendre les armes, alors qu'on sait que le groupe, le MEND justement, a été un groupe très violent, à l'image de Boko Haram. Est-ce que, à votre avis, nous ne sommes pas en train d'aller vers une explosion totale de la situation au Nigeria? Vous savez, je suis tenté de me demander, mais on est où là? Et on est dans quel état pour entendre ça? Ça ne peut que se passer au Nigeria. En plus, sinon plus précisément, du temps de Goodluck Jonathan. Je regrette la période des Obasanjo et autres, même de Buhari. C'est là que se pose une fois encore pour le continent africain la carrure, le profil de nos chefs. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas ici revenir sur les conditions dans lesquelles Goodluck Jonathan est revenu au pouvoir. Mais ça se pose. L'homme n'est simplement pas capable. C'était pas l'idéal. C'était une erreur. C'est une aberration ce qui se passe. Non, excusez-moi. Ce n'est pas possible, c'est vrai. Mais un État sérieux... Vous savez, le Nigeria, c'est 170 millions d'habitants quand même. C'est pas facile à gérer. J'aime schématiser un peu les choses. Vous pensez qu'une maison qui est bien géré, tenu par un père de famille, il y aura un enfant rebelle pour lever la main et dire ça. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Goodluck Jonathan mérite revenir, il reviendra. Ce n'est pas au maire de lever de la voix pour dire menacer et dire, eh bien, si on n'accorde pas le suffrage à Goodluck, il se passera ce qui se passera. Ça ne fait pas sérieux et il ne faudrait pas que les Nigérians se laissent intimider. C'est le moment ou jamais qu'ils mettent le câble et amènent la commission à tenir bon, que les élections se tiennent à bonne date et qu'ils expriment vraiment et massivement alors qu'ils sortent pour aller exprimer leur voix, que ce soit l'alternance. Et s'ils choisissent un homme fort, capable, qui a montré ses preuves, eh bien on aura les résultats. Goodluck Jonathan, quand vous observez un peu le profil de l'homme, son contact ou ses rapports avec l'armée, si je me trompe, Abdoulaye Issa le dira, mais il n'a pas d'autorité sur l'armée et ce n'est pas possible. Si vous donnez l'ordre et que ce n'est pas suivi, il faut sauter les généraux. Les généraux qui ont failli, il faut les sauter. Oui, mais vous savez quand même que il y a eu des problèmes de primes qui sont restés impayés jusqu'à présent. Des munitions non envoyées. Et pourquoi? Ça rime à quoi? On envoie des munitions, ça sert à régler des problèmes. On envoie des munitions qui ne viennent pas à destination. On ne peut pas relever de leurs fonctions ceux-là qui n'ont pas joué leur rôle. Et vous voyez tout ça, vous pouvez comprendre. Alors, mais dans ces conditions, ne peut que bomber le torse. Peut-être encore avec la bénédiction de Goodluck Jonathan. Ce n'est pas exclu. Qui sait? Alors, Abdoulaye Issa, vous avez suivi avec nous également donc, cette déclaration du porte-parole du MEND et qui également était appuyée par un autre groupe terroriste de la région du delta du Niger, dirigé par Kennedy. Kennedy, rappelez-moi le nom s'il vous plaît. Bon, vous savez, Kennedy West, voilà, Kennedy West. Le problème du MEND aujourd'hui, c'est de l'intimidation. Il y a Assari Dokubo et consorts, et nous savons très bien, c'est des jeunes qui ont eu à militer pour Goodluck et Bello Jonathan. Et la majeure partie de ces groupes ont quand même reçu leur dû, c'est-à-dire ils ont perçu de l'argent par rapport au problème de Total entre-temps. C'est-à-dire c'est tout un schéma. Il y a un problème qui se pose autour et ce problème, le nœud même, c'est quoi? C'est la corruption. C'est des gens qui profitent du carburant. La vente du carburant illicite, les attaques, les razzias. Mais il y a eu un temps mort. Maintenant, pour eux, la chute de Goodluck et Bello Jonathan est synonyme quand même c'est-à-dire beaucoup parmi eux seront traduits en justice. D'autres vont pouvoir quitter. Le président Goodluck Jonathan est originaire de Otuokwe et de Baelsa, en quelque sorte. Et arrivé même chez lui, il est obligé de se déplacer en hélico parce qu'il n'y a même pas de piste. C'est par l'eau, vous êtes obligé de prendre par l'eau. Donc, autre problème maintenant pour le MEN, laissez-moi vous dire, c'est un groupe aujourd'hui qui vit
le groupe-là vit quand même de la notoriété de Jonathan. En quelque sorte, nous sommes les enfants du patron, nous faisons ce que nous voulons. Personne, il n'y a même pas ce pouvoir. Et le pouvoir est inexistant dans ces Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque, justement, que ce groupe soit armé non. pour Je vous dis entièrement, Buhari, c'est vrai, c'est un général à la retraite. Lui aussi, les problèmes se posent, des questions se posent sur sa personne. Un, il y a l'âge qui doit le frapper. Parce qu'à son âge, est-ce qu'il serait capable, il est quand même apte à gérer, à diriger ce pays, ou bien il y aura une autre équipe, parce que d'autres disent que c'est Obasanjo qui est derrière l'opposition. Voilà. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, le problème du Nigeria, c'est un problème politique. Typiquement politique, que ce soit le MEN, que ce soit Boko Haram, mais c'est un problème typiquement politique. Alors, vous êtes sur le terrain, vous dites que c'est un problème politique. Est-ce que vous pensez que avec les élections, on peut régler une fois pour de bon le problème de Boko Haram? L'engouement populaire aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, vous voyez comment les choses se passent, c'est pour vous dire oui et non. Oui, dans quel sens? Le président actuel, Goodluck Ebele Jonathan, je vais juste faire un petit détour. Il y a des pays qui se sont engagés à envoyer des troupes au Nigeria. Mais si vous n'avez pas des moyens, vous envoyez vos militaires, c'est du suicide. Le Tchad aujourd'hui, le Tchad c'est un pays habitué, c'est des rebelles en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est, mais c'est des pays, c'est un pays qui est né dans la guerre. Ils vivent, ils ont vécu la guerre. Ils sont habitués, ils ont l'expérience. Je prends le pays comme le Bénin aujourd'hui ou d'autres. Mais je dis c'est du suicide. Voilà. Quand vous voyez un peu comment ça se passe. Donc pour finir, très rapidement, côté élection, les élections vont se tenir à bonne date. Et tout va très bien se passer. Dire que le chaos, non, pas question. Joël Etondi, votre mot de fin, très rapidement. Je veux vraiment qu'il y ait une alternance à la tête de ce pays et que vraiment les pays africains arrivent à prendre exemple de ce qui se passe. Mais l'autre chose, pour terminer, c'est qu'on sache être solidaire. Il a fallu qu'on frappe sérieusement le Cameroun avant que le Cameroun ne se réveille. Et que le Tchad, qui ait tous ses réfugiés, même s'il parle de solidarité, tous ses réfugiés chez lui, et qu'il ait des difficultés à faire passer son pétrole, parce que la voie de transit, c'est le Cameroun, pour qu'on se réveille. Ce n'est pas possible. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci Joël Etondi, merci Abdoulaye Issa, madame, monsieur. C'était Sika Info Mag. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de partir, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Info Mag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes.